Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi 2 septembre 2020. Tout de suite, les principaux titres. Depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement, au moins 4 personnes ont été portées disparues selon la campagne Ndondeza. Tout citoyen devrait pouvoir exprimer son opinion en rapport au projet de l'État, avis de l'expert économiste Faustin Ndikumana. Vous le suivrez dans ce journal. Plus d'1 million, c'est le nombre de cas positifs au Covid-19 en Afrique seulement. La deuxième vague de ce virus inquiète plus d'un. Tout de suite, le développement de ce journal. Page droit de l'homme pour démarrer ce journal. Au moins 4 cas de personnes portées disparues ont été recensés par le Forum pour la conscience et le développement à travers sa campagne Ndondeza en une période de 3 mois seulement. Pour cette organisation, le comportement du nouveau gouvernement face aux différentes disparitions forcées des opposants du pouvoir n'a pas changé. Bertrand Ngendakuliyo. Les militants du parti FNL d'Agathon Gwassa ont été les plus ciblés dans les cas de disparition forcée documentés par la campagne Ndondeza seulement dans les 3 derniers mois. Nous avons déjà dénombré 4 cas de disparition, dont 2 cas de militants du parti CNL en province d'Ongozi. Et quand nous analysons ces cas, nous trouvons encore une fois l'implication des services de sécurité des miliciens Imbonerakure. En Ngozi, il y a également l'implication d'un officier de la garde présidentielle, ce qui confirme le modus operandi des cas que nous avions déjà sous le régime Nkurunziza. Face à ces cas de dispersion forcée, le FOCODE constate une indifférence, comme cela se passait à l'époque de Pierre Nkurunziza. D'un côté, il y a des familles qui appellent au secours, qui ont même posé des questions à des autorités, notamment en Ngozi, mais les réponses de l'autorité sont semblables à celles de l'époque de Nkurunziza. Les autorités disent qu'elles n'ont aucune information, la police ne fait rien pour retrouver les victimes et la justice ne fait rien, et en même temps, le gouvernement du Burundi reste silencieux comme si de rien n'était. On se pose alors la question, c'est un gouvernement qui se targue en Kirundi d'être l'État vieilli, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais j'ai l'impression qu'on veut nous faire croire que c'est un gouvernement qui compatit et qui protège la population. C'est à ce gouvernement, c'est à ce président de faire preuve de la mise en œuvre de son discours. Est-ce que réellement il est venu protéger ou son régime va continuer à menacer la population burundaise? Sachez que dans une période d'une année, entre août 2019 et août 2020, dans le cadre de sa campagne Ndondeza contre les dispersions forcées au Burundi, le FOCODE a recueilli des informations et des témoignages sur au moins 27 cas de dispersion forcée. Et les présumés auteurs de ces violations restent les Imbonerakure et les agents de sécurité selon l'organisation FOCODE. Bertrand Ngendakuliyo et l'appel d'Ezekiel Nibigira, ministre en charge de la jeunesse, du sport et de la culture, d'inciter les jeunes Imbonerakure à faire des patrouilles nocturnes au même niveau que les forces de l'ordre montre que les tueries ne s'arrêteront jamais au pays. C'est ce qu'indique Asher Nikoyagidze, président de la Ligue Iteka. Il réagit à propos du discours du ministre Ezekiel Nibigira qu'il a tenu samedi dans la province Kayanza lors de la journée dédiée aux Imbonerakure. Le message d'Ezekiel Nibigira ne nous a pas étonnés, surtout qu'en réalité, quand nous disposons des informations qui nous disent que donc, c'est, la présence de la milice Imbonerakure est un œuvre d'Ezekiel Nibigira. Il a participé dans sa mise en place, la formation et son accompagnement. Et à la Ligue, ce qui nous est étrange, c'est que deux ministères se contrarient. Il a tenu à donner son message à Kayanza, alors qu'un peu avant, il y avait le gouverneur de la province qui avait dit que pas question que ces Imbonerakure fassent des rondes nocturnes, que la sécurité incombe à la police, que s'ils ont besoin d'un renfort, ils vont faire recours aux militaires. Donc voilà, il vient pour les donner à notre renvoi pour qu'ils sont autorisés à continuer à faire ces rondes nocturnes. Donc c'est ce qui nous échappe, c'est qu'il y a 2 ministères qui se contrarient, donc il n'y a pas vraiment une coordination. Donc on se demande ce qui va se passer dans l'avenir. Et en page économie, les 3 concepts tous ensemble, c'est possible. L'État Mviei, l'État Ngozi, utilisé par le gouvernement, si mis en application, pourrait pousser le pays vers un développement. Cet avis est de Faustin Ndikumana, expert économiste indépendant. Selon lui, le gouvernement devrait laisser les citoyens donner leurs opinions sur les projets de l'État.
Il y a actuellement 3 concepts utilisés par le gouvernement. S'ils sont bien expliqués, pourraient créer un impact positif dans la dynamique de changement de comportement en vue d'améliorer le bien-être citoyen. Il y a d'abord le concept et un concept qui invite les Burundais à la cohésion. Donc les Burundais dans leur diversité, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer? Après les élections, il faut un leadership national transformateur qui invite justement les citoyens à se rassembler vers le bien-être de la nation, notamment dans la contribution et au développement de ce pays. Donc il faut que le gouvernement définisse alors c'est le cadre. Comment est-ce que c'est les citoyens dans les diversités pour contribuer. Deuxièmement, c'est l'État vieilli. L'État vieilli, il ne faut pas qu'il soit confondu avec l'État-providence, le concept d'État-providence. Le gouvernement, les États qui pourraient être conçus comme des États qui sont comme une bonne à tout faire, qui sont là pour tout régenter et distribuer des cadeaux, donner de l'emploi, alors que les moyens ne sont plus là. Par ailleurs, le gouvernement et les États utilisent les moyens qui leur sont donnés par les populations à travers la perception des impôts et taxes. Donc, j'imagine qu'il faut plutôt concevoir l'État vieil comme un État qui doit être impartial, qui doit traiter ses filles de la même façon. Il faut un effort parce que c'est cela qui a manqué dans la stabilité de nos pays. Il y a manqué le concept d'État impartial dans le passé. Pour l'État aussi, il faut un programme qui est défini, un programme politique assorti d'un plan d'action évaluable. Quand on dit l'État, c'est un État qui travaille et qui accepte d'être soumis à l'œil vigilant du citoyen qui finance même ses activités. Donc, je crois que ces 3 concepts devraient être beaucoup plus expliqués davantage pour qu'elles puissent contribuer dans la dynamique de changement de mentalité, de leadership transformationnel pour l'amélioration du bien-être citoyen. Faustin Ndikumana s'est entretenu avec notre confrère Denis Ndaikengulukiye. La deuxième vague de la pandémie du coronavirus inquiète certains pays africains et bien d'autres continents sur la montée des cas de contamination. L'Afrique enregistre plus d'1 million de cas positifs. Les États-Unis sont à plus de 13 500 000, tandis que l'Europe est à plus de 3 500 000 cas. Les pays touchés intensifient les tests qui donnent ces résultats. Rodrigue Ndikumami. Cette deuxième vague résulte du déconfinement que certains pays ont opéré depuis le mois de mai. Le continent américain reste le plus touché avec des pays gravement affectés en termes d'infection et de décès. Sur un total de près de 5 000 morts, les pays des États-Unis, plus de 183 000, le Brésil, plus de 121 000, le Mexique, plus de 64 000 et le Pérou et la Colombie font près de 50 000 décès. L'Europe, quant à elle, connaît plus de 209 000 morts. 5 pays restent les plus touchés. Le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne et la Russie, respectivement, plus de 41 000 morts, plus de 35 000 décès, plus de 40 000 décès, plus de 29 000 et 17 000 décès. En Afrique, les plus touchés sont l'Afrique du Sud avec plus de 14 000 morts. L'Égypte en eux a plus de 5 000. Le Maroc et le Nigeria totalisent près de 2 500 morts. Dans la région de l'Afrique de l'Est, au Kenya, plus de 500 sont morts sur plus de 34 000 cas positifs. L'Ouganda enregistre 32 décès sur plus de 3 000 cas. Parmi ceux-ci, près de 1500 sont sortis de l'hôpital. Au Rwanda, après la mesure de fermeture de des marchés dans la capitale de Kigali, y compris le Kigali City Market, le maire de la ville a annoncé mardi la réouverture ce jeudi. Les autorités sanitaires étaient inquiétées par des chiffres croissants des infections. Le pays compte actuellement 16 morts sur un total de plus de 4000 cas. Plus de 2000 sont rétablis. Cependant, la ville de Kigali est coupée du reste de provinces de l'intérieur en termes de transport en commun, en couvre-feu pour limiter les contaminations. Au Burundi, les autorités sanitaires déclarent près de 400 cas, dont 87 qui restent actifs avec plus de 350 guéris et un mort. Merci Rodrigue Ndikumami. Et en bref, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 317 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndilubusa, Terence Mozenzi et Gide Adelimana ont été arrêtés à Musigati le 22 octobre dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
Et avant de clore notre journal, aujourd'hui, le mini-magazine Au cœur de la société se consacre au retour au Burundi du premier groupe de réfugiés vivant au camp de Mahama. À la présentation, Thierry Bigilindavi. Le premier convoi de 500 réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda a traversé la frontière rwando-burundaise de Gasenyi-Nemba ce jeudi 27 août. Depuis la crise politique de 2015, c'est le premier groupe de Burundais qui rentre après un accord tripartite entre le Burundi, le HCR et le pays d'accueil. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 29 août 2020, nous allons revenir sur ce rapatriement en général. Thierry Bigilindavi est à la présentation. Bienvenue. Ici, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, était en train d'accueillir les Burundais qui rentrent de l'exil. C'était ce jeudi 27 août. Après, il leur a adressé un message. Vous rentrez dans un contexte spécial où le monde entier, y compris le Burundi, lutte contre le coronavirus. C'est pour cela que vous passerez 3 jours au centre de transit de Songoré avec les spécialistes dans le domaine de la santé, le temps de faire le dépistage au coronavirus et d'échanger avec vous sur la vie du pays. Je vous annonce que nous allons vous fournir de l'assistance en nourriture et d'autres kits de réinsertion qui vous aideront dans les premiers 3 mois. Je vous demande de bien vouloir gérer bien cette assistance. À la frontière rwando-burundaise de Gasenyi-Nemba, ces 493 Burundais étaient très fatigués car ils venaient de faire un long trajet de plus de 8 heures. À la frontière, il y avait aussi une vingtaine de réfugiés qui voulaient joindre ce groupe. Les personnes avec qui nous nous sommes entretenus nous ont confié qu'ils ont pris la décision de rentrer parce qu'ils donnent le bénéfice de doute au nouveau pouvoir de Gitega. Moi, j'ai fui le 3e mandat. Je voyais qu'il allait causer beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, comme son mandat est terminé et que le nouveau président a été élu, cela me suffit pour prendre cette décision. Ceux qui avaient fui, étant encore sur le bas de l'école, étaient aussi contents d'avoir pu continuer leurs études dans le pays d'accueil. Ça fait plaisir de regagner son pays. J'ai fui alors que j'étais en 9e année. Maintenant, je rentre après avoir terminé le cycle secondaire. Je remercie le Rwanda qui a pris soin de nous en nous accueillant alors qu'on n'avait plus où aller. Le Rwanda a assuré notre éducation. On ne saurait pas comment les remercier. Le représentant du ministère en charge de la gestion des urgences au Rwanda a rassuré tous les réfugiés burundais qui sont au Rwanda, que ce soit ceux qui souhaitent rentrer ou ceux qui souhaitent rester au Rwanda. Tout Burundais qui souhaite rentrer peut désormais rentrer. Après 2015, on a toujours enregistré les réfugiés qui regagnaient le Burundi. Cette fois-ci, suite à la pandémie du Covid-19, le rapatriement a été organisé de façon qu'ils partent en groupe et sains et saufs. Il y a un autre nombre de 1300 réfugiés qui restent en stand-by car de l'autre côté, ils ont accepté d'accueillir 500 seulement. Ils pourront donc rentrer prochainement. On va toujours faciliter le retour des réfugiés qui choisissent de rentrer chez eux et à protéger ceux qui se trouvent encore sur notre territoire. Le représentant adjoint du bureau du HCR à Kigali, Bamba Boubacar, était parmi les superviseurs du rapatriement du premier groupe de réfugiés burundais vers leur pays d'origine. Dans la sécurité, c'est parce que ça évite aux réfugiés qui veulent partir de prendre la route par eux-mêmes. Vous savez que les frontières sont fermées. Certains pourraient être tentés de marcher par la brousse pour rentrer, ou certains pourraient être tentés de prendre des transports en commun pour voyager, mais ils vont être bloqués à la frontière parce que les frontières sont officiellement fermées pour
des raisons de pandémie. Donc, en organisant ce convoi, ça permet officiellement aux réfugiés de pouvoir partir, d'avoir un document qui prouve ce que nous appelons le Voluntary Repatriation Form, qui a la photo du réfugié, des membres de sa famille, qui prouve qu'il a été réfugié et il a été rapatrié officiellement. C'est cacheté, vu et cacheté ici par l'immigration. La même chose est faite et pendant un moment, ça leur servira d'identification le temps qu'ils acquièrent la carte d'identité de l'autre côté. Et donc pour moi, ce rapatriement est la preuve que le malentendu ou les impressions qui étaient dans le passé ont été surmontées. Dans ce cas de réfugiés de Mahama, Mirwisa Burundais ont déjà manifesté une volonté de rentrer. Mais ce camp héberge encore plus de 50 000 Burundais. Parmi eux, il y a par contre des réfugiés qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts à se rapatrier. De ma part, rentrer au pays, ce n'est pas pour aujourd'hui. Les conditions favorables pour entrer au pays sont liées à la libération des prisonniers politiques qui croupissent toujours dans différentes prisons du pays. Nous avons fui les Imbonerakure qui tuaient leurs opposants, des emprisonnements abusifs, des violations graves des droits de l'homme, les femmes et les filles qui sont violées. Toute cette situation n'a pas encore changé. Les Burundais continuent à être tués même aujourd'hui. C'est lui qui veut rentrer, qu'il rentre, c'est son choix. Et d'ailleurs, nous n'avons pas fui les mêmes menaces. 56% des réfugiés rentrés étaient des enfants. Les adultes n'étaient que 44%. Et c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à Thierry Wigilindavi et c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.